Je comprenais presque tout ce que mes camarades disaient, mais je ne trouvais jamais le moment de parler. Chaque phrase que je préparais arrivait trop tard. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, une autre personne commençait déjà une nouvelle histoire. À la fin du déjeuner, tout le monde croyait que j'étais timide, fatiguée ou peut-être même mécontente. En réalité, j'avais passé une heure entière à chercher une petite porte dans la conversation. Cette porte semblait toujours se fermer une seconde avant mon arrivée. Si tu comprends le français mais que tu deviens silencieux dans un groupe, cette histoire peut aider. Le problème n'est pas forcément ton vocabulaire, ton accent ou ton niveau général. Parfois, tu connais les mots, mais tu ne connais pas encore le rythme social qui permet de les placer. Une conversation à deux ressemble souvent à un chemin avec des lignes claires. Une conversation à 6 ressemble plutôt à une place animée où plusieurs chemins se croisent. Il faut l'écouter, réagir, choisir un moment et parfois accepter de ne pas finir exactement la phrase prévue. Pendant longtemps, je pensais qu'une personne polie devait attendre le silence complet avant de parler. Dans mon groupe d'amis français, ce silence complet n'arrivait presque jamais. J'attendais donc avec une patience parfaite et je repartais sans avoir vraiment participé. Le déjeuner qui a changé ma façon de parler a commencé un mardi ordinaire à Lyon. Il ne contenait ni examen, ni discours officiel, ni événement extraordinaire. Il contenait seulement 6 étudiants, une petite table, des assiettes chaudes et beaucoup de voix rapides. Pourtant, ce repas m'a appris une chose essentielle sur la vraie communication. Parler dans un groupe ne consiste pas seulement à fabriquer une bonne phrase. Il faut aussi montrer que l'on veut prendre sa place dans l'échange. Avant de raconter ce qui s'est passé, j'aimerais te poser une question très simple. Quand plusieurs francophones parlent ensemble, est-ce que tu restes silencieux même lorsque tu comprends le sujet? Tu peux répondre avec un seul mot dans les commentaires, souvent, parfois ou jamais. Ta réponse aidera peut-être une autre personne à comprendre qu'elle n'est pas seule. Je m'appelle Martha, je viens de Pologne et j'avais 26 ans au moment de cette histoire. J'étais arrivée à Lyon 6 mois plus tôt pour commencer un master en urbanisme. Avant mon départ, j'avais étudié le français pendant presque 4 ans. Je lisais des articles universitaires sans trop de difficultés. Je regardais les informations avec des sous-titres français. Je pouvais expliquer un projet, écrire un courriel formel et demander un renseignement dans une administration. Mon niveau semblait solide quand une seule personne me parlait calmement. Au début du semestre, cette capacité m'avait donné beaucoup de confiance. Pendant les cours, je prenais des notes et je répondais quand le professeur me posait une question directe. Quand je ne connaissais pas un mot, je trouvais souvent une autre manière d'exprimer mon idée. Mes résultats étaient bons et mes enseignants disaient que mon français était clair. Cependant, la vie sociale révélait une autre partie de la langue. Dans les couloirs, mes camarades parlaient plus vite que pendant les présentations. Ils commençaient une phrase, la modifiaient, riaient et passaient à un autre sujet. Ils utilisaient des gestes, des regards et des sons très courts pour montrer leur accord. Quelqu'un disait simplement « mais oui », et tout le monde comprenait une longue réaction invisible. Une autre personne levait les sourcils et provoquait immédiatement un rire collectif. Je reconnaissais les mots, mais je ne comprenais pas toujours les règles du mouvement. Au début, je pensais que ce problème disparaîtrait naturellement après quelques semaines.
Je croyais qu'il suffisait d'écouter encore un peu avant de participer. Cette idée semblait raisonnable et même prudente. Malheureusement, plus j'attendais, plus le silence devenait mon rôle habituel. Les autres avaient commencé à me connaître comme la personne qui écoutait avec un sourire discret. Ils étaient gentils avec moi et me posaient parfois une question pour m'inclure. Je répondais correctement en 2 ou 3 phrases. Puis la conversation générale repartait avant que je puisse ajouter quelque chose. Je rentrais chez moi avec toutes les remarques que je n'avais pas dites. Dans ma chambre, je pouvais reconstruire le déjeuner avec une précision incroyable. Je trouvais enfin la bonne anecdote, la bonne question et même la bonne plaisanterie. Le problème était que mes réponses parfaites arrivaient 4 heures après la conversation. Un lundi soir, notre groupe de travail a terminé une présentation importante. Nous avions passé 2 semaines à analyser les transports dans un quartier périphérique. La professeure a félicité notre équipe et nous avons décidé de déjeuner ensemble le lendemain. J'étais heureuse parce que je voulais mieux connaître mes camarades. Il y avait Camille, qui parlait avec beaucoup d'énergie et racontait toujours des histoires surprenantes. Il y avait Hugo, qui connaissait tous les petits restaurants proches de l'université. Il y avait Inès, une étudiante marocaine qui vivait en France depuis son enfance. Il y avait Thomas, discret en cours mais très drôle pendant les pauses. Il y avait aussi Léa, qui savait poser une question capable de lancer 30 minutes de discussion. Je connaissais chacun séparément, mais je n'avais jamais passé un long repas avec tout le groupe. Le mardi matin, j'ai préparé quelques sujets dans ma tête. Je pourrais parler de notre projet, demander leur projet pour les vacances ou raconter ma visite à Annecy. J'avais même appris le nom d'un plat lyonnais pour éviter de rester confuse devant le menu. À midi, nous sommes entrés dans un petit restaurant près des quais du Rhône. La salle était pleine et les conversations se mélangeaient avec le bruit des assiettes. Une serveuse nous a placés autour d'une table ronde près de la fenêtre. J'ai choisi une chaise entre Inès et Thomas parce qu'ils parlaient généralement assez clairement. Pendant les premières minutes, tout s'est bien passé. Nous avons commandé et Hugo m'a expliqué la différence entre 2 plats. Je lui ai posé une question et il m'a répondu sans se presser. Je me suis dit que mes inquiétudes étaient inutiles. Puis Léa a demandé ce que nous avions pensé du commentaire de la professeure. Camille a répondu avant que Léa ait complètement terminé sa question. Thomas a ajouté une remarque au milieu de la réponse de Camille. Hugo a ri et a raconté un souvenir lié à un autre professeur. Inès a posé une petite question à Thomas pendant que Camille continuait son histoire. En moins de 30 secondes, notre table calme était devenue une conversation de groupe réel. Je comprenais le sujet principal. Il plaisantait sur les habitudes des professeurs pendant les présentations. J'avais une anecdote parfaite à raconter sur mon université en Pologne. J'ai préparé la première phrase dans ma tête. J'ai attendu que Camille termine. Elle a ralenti, alors j'ai pris une inspiration. Au même moment, Hugo a dit qu'il connaissait une histoire encore plus drôle. J'ai refermé la bouche et j'ai tourné mon regard vers lui. Son histoire m'a rappelé un autre exemple que je pouvais partager. J'ai donc modifié ma phrase intérieure pour la rendre plus pertinente. Quand Hugo a terminé, Thomas a posé une question à Léa.
La discussion a changé de direction avant que ma nouvelle phrase soit prête. Je continuais à suivre, mais je courais toujours 2 mètres derrière les autres. La serveuse a apporté les boissons et tout le monde a déplacé ses verres. J'ai cru que ce petit mouvement créerait enfin un silence. J'ai commencé par dire, dans mon ancienne université. Personne ne m'a entendu à cause du bruit d'une chaise derrière nous. Inès a demandé à Camille si elle voulait de l'eau. J'ai décidé de recommencer plus tard. Pendant les 20 minutes suivantes, le même scénario s'est répété. Je trouvais une idée, j'attendais un espace et quelqu'un parlait juste avant moi. Parfois, je produisais un petit son qui ressemblait à « ah » ou « oui ». Ces sons montraient que j'écoutais, mais ils ne me donnaient pas vraiment la parole. Quand une personne me regardait, je souriais pour ne pas sembler perdu. Mon sourire est devenu une sorte de masque professionnel. À l'intérieur, je commençais à me sentir très loin de la table. Le groupe parlait maintenant des logements étudiants. Ce sujet me concernait directement parce que mon propriétaire venait d'augmenter les charges. Je voulais demander si cette augmentation était normale. Je connaissais tous les mots nécessaires. Pourtant, la conversation avançait avec des réactions rapides et des histoires personnelles. Camille se plaignait de son voisin. Thomas imitait le bruit d'une perceuse. Léa expliquait un problème avec une agence. Chaque nouvelle remarque provoquait immédiatement une autre remarque. J'attendais le moment où quelqu'un annoncerait officiellement la fin du sujet précédent. Personne ne faisait cette annonce. Soudain, Hugo s'est tourné vers moi et m'a demandé si tout allait bien. La question m'a surprise parce que j'étais concentrée sur le rythme de la conversation. J'ai répondu que oui, que mon plat était très bon et que j'écoutais avec plaisir. Il a hoché la tête, mais son regard est resté inquiet une seconde de plus. J'ai compris que mon silence produisait un message que je n'avais pas choisi. Pour moi, il signifiait simplement que je cherchais un moment poli pour parler. Pour les autres, il pouvait signifier l'ennui, la distance, la fatigue ou le désaccord. Cette découverte a augmenté ma pression. Je ne voulais plus seulement trouver une phrase correcte. Je voulais aussi réparer l'impression créée par mon silence. Plus je voulais réussir, plus chaque intervention semblait importante. Je refusais maintenant les petites remarques parce qu'elles paraissaient insuffisantes. Je cherchais une contribution intéressante, drôle et parfaitement liée au sujet. Cette exigence rendait mon entrée encore plus difficile. Le dessert est arrivé et je n'avais raconté aucune de mes histoires préparées. Camille a proposé de faire une photo du groupe. Nous nous sommes rapprochés et j'ai souri avec tout le monde. Sur la photo, j'avais l'air complètement intégré. Dans ma mémoire, j'étais resté derrière une vitre pendant presque tout le repas. En sortant du restaurant, les autres ont continué à discuter en marchant. J'ai prétexté un livre à rendre à la bibliothèque pour quitter le groupe. Cette excuse était vraie, mais elle me permettait surtout de retrouver le silence. Dans les toilettes de la bibliothèque, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis demandé comment une personne capable de présenter un projet en français pouvait disparaître pendant un déjeuner. J'ai pensé que mon niveau B1 était peut-être seulement une illusion scolaire.
J'ai pensé que mes camarades avaient peut-être découvert que je n'étais pas vraiment intéressante en français. Cette dernière idée m'a fait particulièrement mal. Dans ma langue maternelle, j'étais curieuse, spontanée et parfois très bavarde. En français, je devenais une version réduite de moi-même. Je connaissais les pensées que je voulais partager, mais personne ne pouvait les voir. Le soir, Inès m'a envoyé un message. Elle me demandait si le déjeuner m'avait plu et si je souhaitais revenir la semaine suivante. J'ai hésité avant de répondre. Une partie de moi voulait éviter une nouvelle heure de silence. Une autre partie savait que l'évitement rendrait ce rôle encore plus solide. J'ai écrit que le repas m'avait plu, mais que les conversations de groupe restaient difficiles pour moi. J'ai immédiatement regretté ce message parce qu'il me semblait trop honnête. Inès a répondu avec un message vocal de 2 minutes. Elle m'a dit qu'elle avait connu le même problème dans une autre langue pendant un échange en Allemagne. Elle comprenait les discussions, mais elle attendait toujours une invitation directe avant de parler. Ses amis allemands pensaient alors qu'elle n'avait aucune opinion. Elle avait fini par comprendre que les groupes distribuaient rarement la parole de manière officielle. Elle m'a proposé de prendre un café avant le prochain déjeuner pour observer quelques techniques simples. Son ton était chaleureux et ne contenait aucun jugement. Pour la première fois depuis le repas, mes épaules se sont détendues. Le jeudi, nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille près de l'université. Inès m'a demandé de raconter exactement ce qui se passait dans ma tête avant une intervention. Je lui ai expliqué que je préparais d'abord une phrase complète. Ensuite, je vérifiais sa grammaire, son vocabulaire et sa relation avec le sujet. Enfin, j'attendais un silence assez long pour être certaine de ne couper personne. Inès a souri et m'a dit que j'effectuais 3 tâches difficiles en même temps. Pendant que je construisais une réponse parfaite, le groupe produisait déjà 2 nouvelles idées. Elle m'a demandé si je préparais mes phrases aussi longtemps en polonais. La question m'a fait rire parce que la réponse était évidente. Dans ma langue, je commençais souvent avec une idée incomplète. Les mots arrivaient pendant que je parlais. Je pouvais corriger ma direction au milieu d'une phrase. Je pouvais dire « Attends, ce n'est pas exactement ce que je veux dire », sans perdre confiance. En français, je croyais devoir présenter un produit terminé. Inès m'a expliqué que la première compétence n'était pas de parler plus vite. La première compétence était de signaler plutôt mon intention de participer. Elle m'a montré plusieurs signes très simples. Je pouvais avancer légèrement le corps, regarder la personne qui terminait et prendre une petite inspiration visible. Je pouvais produire une réaction courte comme « justement », ça me rappelle quelque chose, ou moi aussi. Je pouvais reprendre un mot de la phrase précédente pour créer un pont. Ces signaux n'étaient pas des interruptions agressives. Ils indiquaient seulement que j'avais quelque chose à ajouter. Inès a comparé cela à un clignotant sur une voiture. Le clignotant ne déplace pas la voiture immédiatement. Il montre aux autres la direction que le conducteur souhaite prendre. Mon problème était que je tournais sans jamais allumer le clignotant. J'attendais une route complètement vide, puis je découvrais qu'une nouvelle voiture arrivait déjà. Cette image était simple, mais elle a changé ma compréhension du déjeuner. Je pensais que les autres refusaient involontairement de me laisser entrer.
En réalité, il ne voyait pas toujours que j'essayais d'entrer. Mon visage attentif ressemblait exactement à celui d'une personne satisfaite d'écouter. Inès m'a proposé un premier exercice. Pendant 5 minutes, elle raconterait une histoire et je devrais seulement réagir avec de petites phrases. Je n'avais pas besoin de raconter ma propre histoire. Je devais montrer mon étonnement, mon accord, mon doute ou ma curiosité. Elle a commencé à parler d'un train annulé pendant ses vacances. Au début, j'ai attendu silencieusement comme d'habitude. Puis j'ai dit « Ah bon ?» quand elle a expliqué que personne ne donnait d'informations. Elle a continué sans s'arrêter, mais elle m'a regardé pour reconnaître ma réaction. Quand elle a parlé d'un hôtel payé par la compagnie, j'ai demandé « même pour une seule nuit ». Cette question courte a produit une réponse détaillée. Je n'avais pas pris le contrôle de la conversation, mais j'y existais déjà. Après quelques minutes, mes réactions sont devenues plus naturelles. Je n'avais pas besoin de chercher une anecdote exceptionnelle. Je pouvais participer en aidant l'histoire de l'autre personne à avancer. Cette idée a supprimé une grande partie de ma pression. J'avais toujours imaginé qu'une contribution devait apporter une information nouvelle. Pourtant, une bonne question, une réaction sincère ou une reformulation pouvaient aussi nourrir le groupe. Le deuxième exercice consistait à entrer avec une phrase incomplète mais claire. Inès a choisi un sujet simple, les difficultés de trouver un logement. Elle a parlé pendant 30 secondes, puis elle a ralenti naturellement. J'ai dit « justement » pour les charges avant de connaître la suite exacte de ma phrase. Le début était suffisant pour obtenir son attention. J'ai ensuite expliqué le problème avec mon propriétaire. Ma phrase contenait une petite erreur et une hésitation. Cependant, Inès avait parfaitement compris mon intention. Elle a posé une question et nous avons parlé du sujet pendant plusieurs minutes. Je venais d'utiliser l'histoire que je n'avais pas pu raconter au restaurant. Elle n'était ni drôle, ni brillante, ni parfaitement formulée. Elle était simplement présente au bon moment. Le troisième exercice concernait les interruptions. Ce mot me rendait mal à l'aise parce que j'associais toute interruption à un manque de respect. Inès a distingué 3 situations différentes. La première était l'interruption qui coupe volontairement une personne pour imposer son idée. La deuxième était le chevauchement enthousiaste, quand 2 personnes commencent presque ensemble parce qu'elles partagent la même énergie. La troisième était la petite entrée coopérative, qui confirme ou complète la phrase de quelqu'un. Le ton, la durée et la réaction de l'autre personne changeaient complètement le sens. Dans notre groupe, beaucoup de chevauchements n'étaient pas des conflits. Ils montraient que les participants étaient engagés. Je n'avais pas besoin d'imiter toutes ces habitudes immédiatement. Je devais seulement cesser de croire que toute voix simultanée était une faute grave. Inès m'a conseillé d'utiliser des entrées courtes et faciles à arrêter. Je pouvais dire « oui », surtout quand, puis observer la réaction. Si l'autre personne continuait, je pouvais sourire et attendre quelques secondes. Si elle me regardait ou ralentissait, je pouvais développer mon idée. Cette méthode transformait l'entrée en coopération plutôt qu'en bataille. Nous avons pratiqué avec des sujets de plus en plus rapides. Parfois, je commençais au mauvais moment.
Inès continuait sa phrase et je devais abandonner mon entrée sans honte. Elle m'a expliqué que les francophones faisaient aussi cela entre eux. Une tentative qui n'aboutissait pas n'était pas un échec public. Elle disparaissait généralement en 2 secondes. Moi seul lui donnais une importance énorme. À la fin du café, nous avons préparé un objectif pour le déjeuner suivant. Je ne devais pas raconter 3 histoires parfaites. Je devais produire 5 réactions courtes, poser 2 questions et partager une seule expérience personnelle. L'objectif était assez précis pour guider mon attention. Il était aussi assez petit pour ne pas transformer le repas en examen. Pendant les jours suivants, j'ai commencé à observer les conversations autrement. Dans le tramway, je regardais les groupes sans écouter leur contenu privé. Je remarquais les mouvements de tête, les respirations et les regards qui précédaient une intervention. À la cafétéria, je comptais mentalement les petites réactions entre 2 histoires longues. Je découvrais qu'une conversation était pleine de mots minuscules. Oui, non, exactement, sérieux, d'accord et je vois formaient une structure invisible. Ces mots n'étaient pas pauvres. Ils maintenaient le lien pendant que les idées circulaient. Je me suis aussi entraînée avec des vidéos de discussion à plusieurs personnes. Avant, je me concentrais seulement sur le sens des phrases principales. Maintenant, j'observais comment une personne obtenait la parole. Elle pouvait reprendre le dernier mot, appeler quelqu'un par son prénom ou poser une question liée à l'histoire. Elle pouvait aussi commencer par une réaction émotionnelle très courte. J'ai noté des expressions utiles, mais je ne voulais pas mémoriser un nouveau manuel rigide. J'ai choisi 5 portes simples que je pouvais vraiment utiliser. La première était « justement », ça me fait penser à quelque chose. La deuxième était « moi, j'ai eu l'expérience contraire ». La troisième était « attends, comment tu as fait ?» La quatrième était « oui, c'est exactement ça ». La cinquième était « à propos de ce que tu dis ». Je les ai répétées à voix haute jusqu'à ce que leur début devienne automatique. L'objectif n'était pas de réciter une formule complète. Je voulais seulement disposer d'un pont rapide entre l'écoute et ma propre idée. Le mardi suivant, je me suis réveillée avec une légère inquiétude. Je savais que comprendre une technique dans un café calme ne garantissait pas son utilisation dans un restaurant bruyant. J'ai relu mon objectif avant de quitter ma chambre. 5 réactions, 2 questions et une expérience personnelle. Cette liste ressemblait à un petit jeu plutôt qu'à un jugement sur ma personnalité. À midi, notre groupe a choisi une grande table dans la cour de l'université. Le temps était doux et chacun avait apporté quelque chose à manger. Je me suis assise près d'Inès, mais elle m'a discrètement conseillé de regarder tout le groupe. Au début, nous avons parlé de la présentation suivante. Hugo a raconté qu'il avait oublié d'envoyer un document au professeur. Mon ancienne réaction aurait été un sourire silencieux. Cette fois, j'ai dit « oh non » et il a répondu quoi? Hugo s'est tourné vers moi et a expliqué la réponse du professeur. J'avais posé ma première question avant même d'avoir le temps d'avoir peur. Quelques minutes plus tard, Thomas s'est plaint du logiciel utilisé pour notre projet. J'ai dit « oui, c'est exactement ça », en levant légèrement la main.
Il m'a regardé et j'ai ajouté que le programme s'était fermé 3 fois chez moi. Camille a immédiatement raconté un problème encore pire. Mon intervention n'avait duré que 2 phrases, mais elle avait modifié le fil du groupe. Je n'étais plus seulement une personne assise autour de la table. J'étais devenue l'une des sources de la conversation. La sensation était petite et immense à la fois. Je n'avais pas parlé avec une fluidité parfaite. J'avais simplement cessé d'attendre une cérémonie d'invitation. Puis une situation plus difficile est arrivée. Léa a commencé à parler des loyers et plusieurs personnes ont réagi en même temps. Le sujet que j'avais voulu aborder la semaine précédente revenait naturellement. Mon cœur a accéléré parce que je voulais expliquer l'augmentation de mes charges. J'ai préparé le début, justement, à propos des charges. Thomas a commencé une autre phrase au même moment. Nous nous sommes arrêtés tous les deux. Pendant une seconde, j'ai senti l'ancienne honte monter dans mon visage. Thomas a souri et m'a fait un petit geste pour m'inviter à continuer. J'ai raconté mon problème en phrases simples. Léa m'a demandé si l'augmentation était mentionnée dans le contrat. Hugo connaissait une association qui conseillait les étudiants. Camille a cherché l'adresse sur son téléphone. En moins de 3 minutes, mon histoire personnelle avait produit des questions, des conseils et une action concrète. J'ai compris que le chevauchement avec Thomas n'avait détruit ni la conversation ni mon image. Il avait seulement révélé que 2 personnes souhaitaient parler. Nous avions résolu cette situation avec un sourire. Vers la fin du repas, j'avais atteint presque tous mes objectifs. Je n'avais pas compté chaque réaction, mais je sentais que ma voix apparaissait régulièrement. Je n'étais pas devenue la personne la plus bavarde du groupe. Je n'en avais pas besoin. Je participais assez pour que les autres puissent connaître mes idées et mes expériences. Quand Camille a proposé une nouvelle photo, mon sourire ne ressemblait plus à un masque. Après le déjeuner, Inès m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu que la conversation avait semblé moins rapide. Elle m'a dit que le groupe n'avait probablement pas ralenti. Mon attention avait simplement changé. Au lieu d'attendre une grande ouverture, je reconnaissais maintenant plusieurs petites ouvertures. Je n'essayais plus de traduire toute ma personnalité en une seule intervention parfaite. Je la laissais apparaître peu à peu. Cette journée n'a pas supprimé toutes mes difficultés. Pendant certains repas, je restais encore silencieuse plusieurs minutes. Quand le sujet était très culturel ou rempli de références inconnues, je perdais parfois le fil. Dans les grands groupes, je pouvais toujours sentir une fatigue intense après 1 heure. Cependant, je ne confondais plus ces moments avec une preuve d'incapacité. Je possédais désormais une méthode pour revenir dans l'échange. La première idée essentielle était de participer avant d'avoir une histoire complète. Une réaction courte pouvait établir ma présence. Une question pouvait me donner quelques secondes pour comprendre tout en aidant l'autre personne. Un mot repris de la phrase précédente pouvait créer une transition naturelle. Ces petites contributions construisaient une place stable dans le groupe. Elles empêchaient aussi la pression de devenir énorme. Quand je restais silencieuse pendant 40 minutes, ma première phrase semblait devoir justifier tout ce silence. Quand je réagissais dès les premières minutes,
chaque intervention devenait ordinaire. La deuxième idée était de préparer des débuts, pas des discours entiers. Un début flexible pouvait s'adapter au mouvement du groupe. Une phrase complète préparée 10 secondes plus tôt pouvait déjà appartenir à un sujet disparu. Je continuais à apprendre des expressions, mais je les utilisais comme des outils ouverts. Justement, pouvait conduire vers une anecdote, une question ou un désaccord poli. Moi aussi, pouvait être suivi d'une seule phrase ou d'une histoire plus longue. Cette flexibilité réduisait le temps entre mon idée et ma voix. La troisième idée était de regarder les personnes, pas seulement les mots. Avant, je baissais parfois les yeux pour fabriquer une phrase correcte. Quand je relevais la tête, quelqu'un avait déjà pris la parole. En observant les visages, je voyais qui terminait, qui souhaitait continuer et qui cherchait une réaction. Le regard me permettait aussi de choisir une personne précise au lieu de parler dans un espace collectif vague. Je pouvais commencer ma réponse en regardant Léa, puis inclure le reste du groupe. Cette simple direction rendait ma voix plus facile à entendre. La quatrième idée était d'accepter les entrées imparfaites. Dans une vraie conversation, deux personnes commencent parfois ensemble. L'une continue et l'autre attend. Parfois, une phrase reste inachevée parce qu'un rire ou une nouvelle information change le mouvement. Ces événements ne sont pas forcément des humiliations. Ils font partie du travail collectif de la parole. J'avais traité chaque tentative interrompue comme une faute grave. Les autres l'oubliaient souvent avant la fin de la phrase suivante. Quand j'ai compris cela, j'ai pu essayer plus souvent. Plus j'essayais, plus je reconnaissais le bon rythme. Plus je reconnaissais le rythme, moins j'avais besoin de stratégies conscientes. Quelques mois plus tard, notre groupe a organisé un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Une dizaine de personnes étaient présentes et certaines parlaient très vite. Au début, j'ai ressenti l'ancienne impression de courir derrière la conversation. J'ai donc choisi une personne, écouté son histoire et posé une question précise. La réponse a attiré deux autres personnes et un petit cercle s'est formé. Après quelques minutes, je me sentais assez à l'aise pour rejoindre la discussion générale. J'avais découvert une autre stratégie importante. Je n'étais pas obligé d'entrer directement dans le groupe le plus large. Une conversation à 2 ou 3 pouvait devenir une passerelle. Dans les événements sociaux, plusieurs conversations apparaissaient souvent à l'intérieur du grand groupe. Je pouvais commencer dans un espace plus calme et laisser ma confiance grandir. Cette stratégie ne consistait pas à fuir. Elle consistait à choisir une difficulté progressive. Un autre jour, j'ai rencontré une étudiante italienne appelée Giulia. Elle venait d'arriver à Lyon et parlait déjà un français assez précis. Pendant un déjeuner, j'ai remarqué qu'elle souriait sans intervenir. Son regard passait rapidement d'une personne à l'autre. Je reconnaissais exactement le travail invisible qui se déroulait dans sa tête. Quand la conversation a ralenti, je lui ai posé une question directe sur son université. Elle a répondu avec enthousiasme, puis le groupe a continué à parler de son expérience. Après le repas, elle m'a remercié de lui avoir donné la parole. Je lui ai raconté mon premier déjeuner et le café avec Inès.
Nous avons ri de cette étrange situation où l'on possède beaucoup de phrases mais aucune seconde pour les placer. En aidant Julia, j'ai compris une dernière chose. La responsabilité d'une bonne conversation n'appartient pas seulement à la personne qui apprend la langue. Les membres du groupe peuvent aussi créer de l'espace, poser des questions et remarquer les silences. Je n'avais pas apporté seul toute la difficulté. Cependant, je pouvais donner aux autres des signes plus clairs pour qu'ils m'aident. Un regard, une réaction ou un début de phrase rendait mon intention visible. Aujourd'hui, je ne parle pas dans chaque seconde disponible. Je reste une personne qui aime écouter avant de répondre. La différence est que mon silence est maintenant un choix, pas une prison. Quand j'ai une idée, je sais comment signaler mon arrivée. Quand une tentative échoue, je sais qu'une autre ouverture apparaîtra. Quand je ne comprends pas une référence, je peux demander simplement de quoi les autres parlent. Je n'attends plus de devenir une francophone parfaite pour montrer ma personnalité. Ma personnalité grandit dans la conversation grâce à de petites phrases réelles. Si tu vis la même difficulté, tu peux commencer avec un plan très simple. Pendant ta prochaine conversation de groupe, ne cherche pas immédiatement une grande histoire. Choisis d'abord 3 réactions naturelles que tu aimes vraiment utiliser. Tu peux choisir « Ah bon »,« Exactement » et « Je vois ce que tu veux dire ». Ensuite, prépare 2 questions courtes liées au sujet. Tu peux demander « Et après, qu'est-ce qui s'est passé ?» ou « Tu as fait comment ?» Enfin, choisis un seul début de phrase pour partager une expérience. Ça me rappelle quelque chose, fonctionne dans beaucoup de situations. Ton objectif n'est pas de dominer le groupe. Ton objectif est d'établir un petit contact régulier avec le mouvement de la conversation. Après le repas, note ce qui a fonctionné sans transformer l'expérience en jugement. Peut-être que tu as posé une question mais oublié ton anecdote. Cette question est déjà une participation réelle. Peut-être que tu as commencé en même temps qu'une autre personne et que tu t'es arrêté. Cette tentative t'a appris quelque chose sur le rythme. Peut-être que ton accent t'a obligé à répéter une phrase. La répétition ne supprime pas la valeur de ton idée. Le lendemain, réutilise une seule technique au lieu de changer tout ton comportement. La confiance sociale se construit avec des expériences répétées, pas avec une performance parfaite. Il existe aussi plusieurs erreurs fréquentes qui peuvent ralentir ce progrès. La première erreur est d'attendre que tout le monde se taise complètement. Dans certains groupes, un silence clair arrive régulièrement. Dans d'autres, les tours se chevauchent et les sujets changent très vite. Si tu exiges toujours un silence total, tu peux attendre jusqu'à la fin du repas. Cherche plutôt un ralentissement, un regard ou la fin d'une idée principale. La deuxième erreur est de traduire une longue phrase avant de commencer. Pendant cette traduction, la conversation continue sans toi. Prépare seulement le premier pont et construis la suite avec les mots disponibles. La troisième erreur est de croire qu'une intervention doit être originale. Tu peux soutenir, questionner, résumer ou relier les idées des autres. La conversation n'est pas une compétition où chaque phrase doit gagner un prix. La quatrième erreur est de parler trop doucement parce que tu as peur de déranger. Dans un restaurant bruyant, une voix hésitante peut simplement ne pas être entendue.
Respire, regarde une personne et prononce clairement le début de ta phrase. Tu n'as pas besoin de crier, mais tu dois rendre ton intention audible. La 5e erreur est de choisir le moment le plus difficile pour commencer. Si 6 personnes discutent vivement d'un sujet culturel inconnu, cherche d'abord une conversation plus petite. Tu peux parler avec la personne assise à côté de toi, puis revenir au groupe. La 6e erreur est d'interpréter chaque interruption comme un rejet. Parfois, quelqu'un n'a simplement pas entendu ton début. Parfois, 2 idées arrivent ensemble et l'une passe avant l'autre. Observe le ton et le regard avant de conclure que ta parole n'est pas souhaitée. La 7e erreur est de disparaître après une première tentative difficile. Une phrase interrompue ne décide pas du reste du repas. Réagis à l'histoire suivante et recommence avec moins de pression. Ces erreurs ne signifient pas que tu communiques mal. Elles montrent seulement que tu apprends une compétence différente de la grammaire et du vocabulaire. Le travail peut sembler social, mais il devient plus simple avec une pratique structurée. Je te propose un programme de 7 jours inspiré de ce qui m'a aidé. Le premier jour, observe une discussion à plusieurs personnes dans une vidéo ou une émission. Ne note pas tous les mots inconnus. Repère seulement 5 moments où une personne obtient la parole. Demande-toi quel signal est apparu juste avant. Le deuxième jour, choisis 5 réactions courtes et répète-les avec plusieurs émotions. Dis « vraiment » avec surprise, doute, intérêt et amusement. Tu découvriras que le ton donne souvent plus de sens que la longueur. Le troisième jour, écoute une histoire et entraîne-toi à poser des questions de suivi. Tu peux le faire avec un ami, un professeur ou même une vidéo que tu arrêtes régulièrement. Le quatrième jour, prépare 3 débuts flexibles liés à tes expériences habituelles. Utilise « dans mon cas »,« ça m'est arrivé aussi » et « j'ai eu une expérience différente ». Le 5e jour, participe à une conversation courte avec une seule mission. Pose 2 questions avant de raconter quelque chose sur toi. Cette mission réduit la peur de devoir impressionner les autres. Le 6e jour, entraîne-toi dans un petit groupe de 3 personnes si possible. Observe comment le regard circule et essaie une entrée courte. Le 7e jour, participe à une situation un peu plus animée et accepte un résultat imparfait. Après cette expérience, célèbre une action précise plutôt qu'une impression générale. Tu peux écrire « J'ai posé une question malgré le bruit ». Cette phrase mesure un comportement réel. « J'étais nul » ou « J'étais excellent » ne t'apprend presque rien. Avec le temps, tu n'auras plus besoin de compter tes réactions. Les portes deviendront visibles sans analyse consciente. Tu commenceras parfois une phrase avant de connaître sa fin exacte. Tu découvriras que les autres peuvent t'aider à la construire. Une conversation vivante n'est pas une série de petits discours parfaits. C'est une création commune faite de mots, de regards, de silence et de corrections. Une difficulté particulière apparaissait encore lorsque plusieurs sujets circulaient en même temps. Dans ces moments, mon attention voulait suivre chaque voix, chaque plaisanterie et chaque détail. Après quelques minutes, je ne savais plus quelle conversation choisir. Inès m'a appris à accepter une écoute sélective.
Je pouvais suivre principalement la personne située devant moi sans comprendre chaque remarque prononcée à l'autre bout de la table. Si le groupe revenait ensuite vers un sujet général, je pouvais demander une courte clarification. Cette stratégie semblait presque trop simple, mais elle protégeait mon énergie. Je n'essayais plus d'être présente dans 6 conversations à la fois. Je devenais pleinement présente dans une partie réelle du repas. Un vendredi soir, nous avons testé cette méthode pendant l'anniversaire de Thomas. Une quinzaine de personnes occupaient 2 tables rapprochées dans un bar animé. La musique était forte et plusieurs invités se connaissaient depuis le lycée. Leurs conversations contenaient des souvenirs, des surnoms et des références que je ne pouvais pas deviner. Au bout de 10 minutes, l'ancienne panique a commencé à monter. Je souriais à des blagues dont je comprenais seulement la dernière phrase. Je voulais rentrer chez moi avant que mon silence redevienne visible. Puis je me suis rappelé que je n'avais pas besoin de conquérir toute la soirée. Je me suis tournée vers Chloé, une jeune femme assise à ma gauche. Je lui ai demandé comment elle connaissait Thomas. Elle m'a raconté qu'ils avaient travaillé ensemble dans un cinéma pendant leurs études. J'ai posé une question sur le travail de nuit et elle a décrit des clients très surprenants. Une deuxième personne a entendu son histoire et s'est jointe à nous. Notre petit échange a duré presque 20 minutes. Quand le groupe principal a parlé des films préférés de Thomas, je connaissais déjà assez de contexte pour participer. J'ai raconté un souvenir lié à un vieux cinéma de Cracovie. Personne n'attendait une anecdote parfaite sur la culture française. Mon expérience différente apportait justement quelque chose de nouveau. Cette soirée m'a montré que l'intégration ne se mesure pas au nombre total de minutes parlées. Elle se mesure aussi à la qualité des liens créés avec quelques personnes. Une conversation de groupe peut sembler être un seul grand cercle fermé. En réalité, ce cercle possède souvent plusieurs entrées et plusieurs petits espaces. Il est possible de changer de place, de parler à son voisin et de revenir plus tard au sujet général. J'ai également appris à utiliser les moments pratiques du repas. Choisir un plat, partager du pain ou demander de l'eau crée des échanges très courts. Ces échanges peuvent devenir des ponts vers une conversation plus personnelle. Un jour, j'ai demandé à Camille si elle voulait goûter mon dessert. Elle a accepté et m'a parlé d'une pâtisserie de son enfance. Cette remarque a lancé une discussion sur les recettes familiales. J'ai alors raconté comment ma grand-mère préparait un gâteau au pavot pour les fêtes. Le sujet n'était pas prévu et je n'avais préparé aucune phrase. Pourtant, les images étaient si claires dans ma mémoire que les mots sont arrivés naturellement. Les autres ont posé des questions et j'ai même cherché une photo sur mon téléphone. La présence d'un objet, d'un plat ou d'une image peut réduire la difficulté linguistique. Nous ne parlons plus seulement avec des mots abstraits. Nous partageons quelque chose que tout le monde peut voir. Cette technique m'a beaucoup aidé lorsque mon esprit semblait vide. Je pouvais montrer une photographie, désigner un élément du menu ou reprendre un détail concret autour de nous. Le contexte soutenait ma phrase pendant que je cherchais le vocabulaire. Une autre étape importante a été d'apprendre à exprimer un désaccord sans préparer un long argument. Dans mon groupe, les discussions devenaient parfois animées quand nous parlions de politique urbaine. Je possédais des opinions précises, mais je craignais qu'une erreur rende mon désaccord agressif.
Je restais donc silencieuse même lorsque le sujet concernait directement mon domaine. Notre professeur nous a un jour demandé de débattre en petits groupes. J'ai observé les expressions utilisées par mes camarades. Il disait « Je comprends ton idée, mais je ne suis pas sûr que » ou « oui, sauf que dans ce cas ». Ces débuts reconnaissaient l'autre personne avant de présenter une différence. J'en ai choisi 2 qui correspondaient à mon style. Au déjeuner suivant, Thomas a affirmé qu'il fallait supprimer toutes les voitures du centre en une seule année. J'étais d'accord avec l'objectif, mais pas avec le calendrier. J'ai dit que je comprenais son idée, mais que certaines personnes avaient besoin d'une solution de remplacement. Ma phrase était calme et assez courte. Thomas ne s'est pas senti attaqué. Il m'a demandé quelle transition je proposerais et une vraie discussion a commencé. Je ne cherchais plus à gagner le débat. Je cherchais à rendre mon point de vue assez clair pour que les autres puissent y répondre. Cette différence a libéré beaucoup de spontanéité. Une opinion imparfaitement formulée pouvait encore contribuer au raisonnement collectif. Je pouvais préciser, corriger ou nuancer après une question. Il n'était pas nécessaire de placer toutes les conditions dans la première phrase. J'ai aussi découvert l'importance des histoires courtes. Avant, mes anecdotes possédaient une longue introduction parce que je voulais expliquer chaque détail. Dans une conversation rapide, les autres ne savaient pas toujours pourquoi je racontais cette histoire. Ils changeaient parfois de sujet avant mon point principal. Inès m'a conseillé de commencer par le résultat surprenant. Au lieu de dire où j'étais, avec qui et pourquoi, je pouvais annoncer que j'avais pris le mauvais train pendant 2 heures. Cette première phrase créait immédiatement une question. Les détails arrivaient ensuite parce que les autres voulaient les entendre. J'ai testé cette structure avec mon histoire d'Annecy. J'ai commencé par dire que j'étais arrivée au bord du lac sans mon sac. Camille a immédiatement demandé où je l'avais laissé. La question m'a permis de raconter le trajet sans perdre l'attention du groupe. Cette méthode ne transformait pas toutes mes histoires en spectacle. Elle m'aidait seulement à montrer rapidement leur direction. Dans un groupe, la clarté du début compte souvent plus que la perfection de tous les détails. Mon entraînement a également inclus les réparations de conversation. Il arrive que quelqu'un ne comprenne pas une phrase, surtout dans un lieu bruyant. Auparavant, je répétais exactement les mêmes mots avec une voix plus faible. Si la personne demandait encore, je ressentais une honte si forte que j'abandonnais l'idée. J'ai appris à reformuler au lieu de répéter mécaniquement. Je pouvais remplacer un mot, donner un exemple ou montrer la relation avec le sujet précédent. Lors d'un repas, j'ai parlé d'un syndicat de copropriété, mais Hugo n'a pas compris mon accent. J'ai expliqué que je parlais du groupe responsable des décisions dans mon immeuble. Il a immédiatement reconnu l'idée et m'a donné le terme exact utilisé dans notre situation. La réparation a enrichi la conversation au lieu de la bloquer. Elle m'a aussi appris un vocabulaire plus précis dans un contexte mémorable. Les demandes de clarification fonctionnaient dans les 2 directions. Je pouvais dire « tu veux dire que » ou « je n'ai pas compris la dernière partie ». Ces phrases étaient plus utiles qu'un sourire destiné à cacher ma confusion. Quand je demandais une précision, les autres comprenaient mieux où se trouvait le problème.
Ils n'avaient pas besoin de répéter toute leur histoire depuis le début. La conversation gardait son énergie et je retrouvais rapidement le fil. Un dernier changement concernait ma préparation avant les rencontres. Je continuais à réfléchir au sujet possible, mais je ne rédigeais plus de réponse complète. Je choisissais plutôt 3 expériences récentes que je pouvais raconter en quelques phrases. Je notais un détail concret, une émotion et le résultat de chaque expérience. Cette préparation légère me donnait du matériel sans m'enfermer dans un texte. Si le sujet apparaissait, je pouvais utiliser une histoire. S'il n'apparaissait pas, je ne forçais pas la conversation à suivre mon plan. La différence entre préparation et contrôle est devenue très claire. La préparation offre des ressources. Le contrôle exige que la réalité respecte exactement ses ressources. Une conversation réelle ne respecte jamais complètement notre scénario. Elle peut cependant accueillir les idées que nous savons adapter. Ces nouvelles habitudes ont progressivement modifié la manière dont les autres me répondaient. Comme je réagissais plus tôt, ils me regardaient plus souvent pendant leurs histoires. Comme je posais des questions, ils pensaient naturellement à me demander mon expérience. Comme j'acceptais de parler brièvement, je n'avais plus besoin d'attendre une invitation exceptionnelle. Le groupe n'avait pas changé de personnalité. Nous avions construit ensemble un nouveau rythme où ma voix était devenue prévisible. Cette prévisibilité était positive. Les autres savaient que j'écoutais, que j'avais des opinions et que je pouvais contribuer. Ils ne devaient plus deviner ce que signifiait mon silence. Je voudrais maintenant répondre à quelques questions que je me posais souvent. La première question était de savoir si parler en même temps qu'une autre personne était toujours impoli. La réponse dépend du contexte, du ton, de la durée et de la relation. Une petite réaction enthousiaste n'a pas le même effet qu'une interruption destinée à écraser l'autre. Commence avec des entrées brèves et reste attentive à la réaction de ton interlocuteur. La deuxième question était de savoir quoi faire quand le sujet change avant mon intervention. Tu peux abandonner ton idée sans regret ou créer un lien avec le nouveau sujet. Toutes les pensées ne doivent pas être exprimées immédiatement. La troisième question concernait les groupes où certaines personnes parlent beaucoup. Dans ce cas, adresse une question à une personne précise ou profite d'un changement pratique, comme l'arrivée des plats. Tu peux aussi commencer une petite conversation parallèle avec ton voisin sans couper le groupe principal. La quatrième question était de savoir si je devais apprendre davantage d'expressions familières. Quelques expressions naturelles peuvent aider, mais elles ne remplacent pas le rythme, le regard et la simplicité. Utilise seulement les expressions que tu comprends et qui correspondent à ta personnalité. La cinquième question concernait la fatigue. Les conversations de groupe dans une langue étrangère demandent beaucoup d'attention. Tu peux participer réellement tout en acceptant des périodes d'écoute. Prendre une courte pause ne signifie pas abandonner. La sixième question était de savoir comment réagir quand quelqu'un passe à l'anglais. Tu peux répondre en français et dire calmement que tu souhaites continuer à pratiquer. Si la situation exige de la rapidité ou de la précision, tu peux aussi accepter l'anglais sans considérer cela comme une défaite. Le but reste la communication, pas une preuve permanente de courage. La septième question était la plus personnelle.
Je me demandais si ma vraie personnalité finirait un jour par exister en français. La réponse n'est pas arrivée sous la forme d'une transformation soudaine. Elle est apparue dans les petites plaisanteries, les questions sincères et les histoires imparfaites. Ma personnalité française n'est pas une copie exacte de ma personnalité polonaise. Elle possède un autre rythme et continue de grandir. Pourtant, elle est bien réelle. Je garde encore une petite habitude avant les grands repas. Je respire lentement pendant quelques secondes et je me rappelle que personne ne m'attend avec une grille d'évaluation. Les invités veulent généralement partager un moment, pas mesurer mon niveau. Je choisis ensuite une première action très facile, comme saluer clairement chaque personne ou demander ce qu'elle boit. Cette action crée un contact avant que la conversation devienne rapide. Si je sens la peur revenir, je pose mes pieds au sol et j'écoute une seule voix. Je cherche l'intention générale plutôt que chaque mot. Puis je formule une réaction assez courte pour sortir de mon silence. Cette routine ne supprime pas toutes les hésitations, mais elle empêche mon imagination de transformer une table amicale en tribunal. Elle me rappelle aussi que les autres peuvent être nerveux. Une personne parle beaucoup parce qu'elle craint le silence. Une autre raconte une plaisanterie parce qu'elle souhaite être acceptée. Quand je remarque ces réalités, je cesse de considérer mon français comme le centre secret du repas. Je redeviens simplement une participante parmi d'autres, avec une curiosité à offrir et une place à construire. Le déjeuner où je n'arrivais jamais à parler n'était donc pas la preuve que mon français était inutile. Il révélait une compétence précise que je n'avais jamais pratiquée. Je savais construire des phrases, mais je ne savais pas encore négocier ma place dans un mouvement collectif. Grâce à Inès, j'ai appris à commencer plus petit. Une réaction a ouvert une question. Une question a ouvert une histoire. Une histoire a permis aux autres de me connaître. Quelques mois après ce premier repas, notre groupe a terminé le master autour de la même table ronde. Le restaurant était toujours bruyant et Camille racontait toujours des histoires très longues. Cette fois, j'ai ri, posé des questions et raconté comment j'avais failli quitter le premier déjeuner. Hugo a été surpris parce qu'il croyait simplement que j'étais fatiguée ce jour-là. Thomas a dit qu'il se souvenait de notre tentative simultanée sur les charges. Inès m'a regardé avec un sourire discret. Je n'avais pas besoin de remercier officiellement la personne qui avait changé mon rapport au groupe. Elle savait que je comprenais maintenant la valeur d'une petite ouverture. À la fin du repas, une nouvelle étudiante étrangère est venue saluer Léa. Elle est restée debout près de la table avec un sourire silencieux. Je lui ai demandé son prénom et ce qu'elle étudiait. Elle s'est assise quelques minutes et a commencé à raconter son arrivée à Lyon. La conversation lui avait offert une porte avant qu'elle soit obligée de la chercher seule. Ce geste simple a refermé le cercle de mon histoire. Si tu te reconnais dans mon premier déjeuner, ne conclus pas que tu n'as rien à dire. Tes idées sont probablement déjà présentes. Commence par rendre visible ton désir de participer. Regarde la personne, réagis tôt et utilise un début simple. N'attends pas la phrase parfaite ni le silence parfait. Ils appartiennent surtout aux exercices écrits et aux rêves de contrôle. La vraie conversation avance pendant que nous cherchons nos mots. Tu as le droit d'avancer avec elle.
Lors de ton prochain repas, choisis une seule petite porte. Pose une question, ajoute une réaction ou partage une expérience en 2 phrases. Puis recommence quelques minutes plus tard. Ta voix n'a pas besoin d'occuper toute la table pour faire partie du groupe. Elle a seulement besoin d'apparaître assez souvent pour que les autres puissent la rencontrer. Écris dans les commentaires la petite phrase que tu utiliseras pour entrer dans ta prochaine conversation. La mienne restera toujours, justement, ça me fait penser à quelque chose. Cette phrase n'est pas magique, mais elle me rappelle que je n'ai plus besoin d'attendre derrière la vitre.